Le débat actuel sur l'euthanasie et le suicide assisté a un impact sur l'avenir des soins palliatifs. Comment ces nouvelles notions sont-elles vues de l'intérieur ? Pour moi, modernité, c'est pouvoir être accompagné par une équipe spécialisée en soins palliatifs pour soulager autant que possible la souffrance physique et la souffrance morale et être accompagné, si possible, de ses proches. Je pense que le fait de pouvoir bénéficier de soins palliatifs est la meilleure solution pour être accompagné jusqu'à son décès. Pour moi, la mort provoquée est complètement à l'inverse de ce qu'on propose au quotidien dans l'accompagnement de nos patients. Je trouve que c'est quelque chose de brutal, qui peut être violent pour les soignants qui réalisent l'acte. Et puis, ça peut laisser des traces aussi pour les proches. Effectivement, dans notre expérience, on voit que malgré la prise en charge en soins palliatifs, il y a besoin d'accompagner les proches par la suite, par le biais des psychologues, avec le travail de deuil. J'ai pu accompagner des patients sur une courte durée, sur les dernières heures de vie, et souvent on se rend compte que c'est compliqué de pouvoir soulager rapidement le patient. Mais aussi, c'est compliqué de pouvoir accompagner les proches parce qu'effectivement, ce temps nous a manqué pour préparer l'entourage au décès. À l'inverse, le fait d'anticiper les accompagnements a permis de pouvoir respecter leurs souhaits, recueillir leur volonté et pouvoir anticiper la gestion de la souffrance physique, la souffrance psychologique, de pouvoir intégrer aussi un accompagnement spirituel quand il y en a besoin. Ça nous arrive de temps en temps d'avoir des patients ou des familles face à une douleur mal soulagée qui formulent une demande d'euthanasie, très clairement. Mais pour autant, on se rend compte qu'une fois que les symptômes physiques, la douleur est mieux contrôlée, que les traitements antidouleurs sont mis en place, à ce moment-là, la demande disparaît, que ce soit du côté du patient, mais aussi du côté de l'entourage. Souvent, on essaye d'intervenir en binôme avec la psychologue, ce qui permet au patient d'être accompagné à la fois sur sa souffrance physique et sa souffrance morale, et de pouvoir évaluer effectivement avec la psychologue ce qui peut être ajusté, que ce soit au niveau des médicaments, mais aussi au niveau de l'accompagnement. On n'a pas toujours de solution miracle dès la rencontre avec le patient. Mais pour autant, ce qui fait la richesse des soins palliatifs, c'est aussi la créativité, de pouvoir interpeller l'entourage ou les soignants qui connaissent bien le patient, que ce soit le médecin traitant ou les auxiliaires de vie qui interviennent depuis plusieurs mois auprès du patient. Voilà, c'est des ressources qui peuvent nous aider aussi pour trouver le petit truc en plus pour débloquer une situation d'un patient qui a l'impression d'être dans un tunnel. L'ouverture à l'euthanasie et au suicide assisté peut avoir des impacts en médecine générale. Ça va forcément changer les paradigmes dans les échanges qu'on va pouvoir avoir avec les patients qu'on connaît déjà. Je pense aussi aux médecins traitants. Effectivement, le fait de plus avoir de garde-fous, de plus avoir le cadre légal pour retarder les demandes des patients par rapport à des symptômes d'inconfort comme on vient de l'évoquer, peut permettre aux patients et à l'entourage de faire cette demande de manière plus insistante et de ne pas permettre aux soins palliatifs d'avoir le temps de se mettre en place. Et puis, dans les structures hospitalières, il faut savoir qu'il y a des lieux où les soins palliatifs sont pas forcément les bienvenus. On a encore quelques médecins, qui veulent gérer jusqu'au bout, qui sont dans le curatif. C'est dans ces services hospitaliers où on peut s'inquiéter du développement de l'euthanasie et du suicide assisté. Sachant que la loi n'oblige pas à solliciter une équipe mobile de soins palliatifs avant de proposer le suicide assisté ou l'euthanasie aux patients. J'ai une inquiétude également pour les personnes âgées qui vont pouvoir peut-être se libérer d'un poids ou d'un sentiment de vulnérabilité. Effectivement, on voit bien nos grands-pères, nos grands-mères qui parfois ont l'impression de déranger,
ont l'impression de coûter de l'argent parce qu'ils sont en EHPAD, parce que effectivement ils trouvent plus de sens à leur vie. Et peut-être que la loi risque de se décliner et on peut aussi craindre des abus du côté des familles qui peuvent être démunis face à des patients, des proches déments. Pour moi, l'injection létale n'est pas du tout un acte médical. Bien évidemment, c'est plutôt un enjeu sociétal. D'ailleurs, les sociétés savantes sont opposées à l'euthanasie. Une bonne partie du corps médical et des soignants s'y opposent. Donc, je trouve que c'est compliqué de faire peser la responsabilité aux soignants. La France aurait dû proposer une alternative en dehors des services de soins. Peut-être ce sera le cas à l'avenir dans les maisons de répit et maisons d'accompagnement. Il y a également une réelle inquiétude sur le versant domicile, notamment dans les HAD, hôpital à domicile, où effectivement, pour le moment, on n'a pas d'alternative proposée. Si un patient formule une demande d'euthanasie à domicile, on sent qu'on va être obligé de répondre à cette demande. Mais pour l'instant, ça reste assez flou pour nous et assez surréaliste. Si ces notions semblent complexes, c'est peut-être parce que notre regard sur la mort et sur la fin de vie est aussi très paradoxal. C'est peut-être à chacun de nous d'oser regarder la vie en face avec tout ce qu'elle a de beau et de terrifiant, de son début à son terme. Je pense que notre rapport au temps est faussé avec l'arrivée de l'euthanasie. Dans mon quotidien, je me rends bien compte avec mes collègues que le temps donné aux patients et à leur entourage est précieux. On se rend bien compte que c'est bénéfique sur les derniers moments de vie. Le patient a pu cheminer, se préparer à son décès et profiter du temps qui lui reste à vivre. S'accorder des moments en famille et un dernier projet, par exemple un voyage ou se marier quelques jours avant son décès. Et ça me semble important de pouvoir continuer à les vivre et permettre à nos patients de les vivre. Donc la mort provoquée peut faire disparaître ces instants précieux. Je pense qu'il y a une déconnexion entre la loi et la réalité du terrain, dans le sens où des personnes bien portantes proposent des lois et ça concerne des patients gravement malades. Donc chacun, on peut avoir notre avis sur comment on souhaite mourir dans quelques années. Mais le jour où on est en souffrance physique et en souffrance morale, on ne sait pas exactement comment on réagira. Et peut-être que si on bénéficie des soins palliatifs, les appréhensions qu'on peut tous avoir, elles pourront s'estomper. Je pense que le fait de proposer un nouveau plan soins palliatifs pour les prochaines années, ça reste important pour moi, bien que le côté financier reste prioritaire. Il faut continuer à rester optimiste. Et nous, sur le terrain, on continue à promouvoir les démarches palliatives et on reste motivé pour se déployer le plus possible sur notre territoire. Dans soins palliatifs, il faut toujours se souvenir qu'il y a soin. Et prendre soin de quelqu'un jusqu'au bout, c'est ne jamais l'abandonner, ni le laisser seul face à la mort. C'est peut-être cette notion de soin, d'équipe mobilisée, de famille et de bénévoles présents jusqu'au bout qui fera toujours une différence entre une mort par euthanasie et une mort dans un centre de soins palliatifs. Si ce témoignage vous a touché, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour que du début à la fin de la vie, nous restons tous humains.